Donc, c'est la gestion des mauvaises herbes, mais c'est dans la vigne bio, donc c'est sans utilisation là, d'intrants, de pesticides d'intrants. Donc, ça va être pourquoi, où, quand, comment. Pourquoi désherber? Donc, c'est pour limiter la concurrence, c'est sûr, par rapport à l'eau, par rapport à l'azote, par rapport aussi aux autres éléments nutritifs. C'est aussi maintenir là, un état sanitaire adéquat afin que les mauvaises herbes ne poussent pas trop. Puis sinon, quand ils poussent trop, ça crée des microclimats humides qui favorisent soit les maladies ou les ravageurs. C'est aussi pour limiter le risque de gelée printanière. Quand les herbes sont trop hauts, ça peut geler. Il faut garder le couvert là, en bas de 25 cm. Puis surtout, c'est aspect esthétique des vignes, parce que la vigne, c'est important, il faut que ça soit propre. Où travailler le sol? Donc, on peut le travailler entre les rangs. Donc, c'est sûr que l'enherbement, c'est souhaitable. Ça augmente la portance des allées, puis ça réduit aussi l'érosion. Mais dépendant du type de sol, il faut penser aussi qu'il va y avoir une fréquence quand même assez importante de passage de la machinerie. Puis le sol peut se compacter. Donc, dans la littérature, en tout cas, les experts, ils suggèrent d'aérer le sol, puis de travailler au moins une fois à tous les 3 ou 5 ans, là, dépendant du type de sol. Et finalement, sur les rangs, qui est la partie la plus importante, c'est surtout sur cet aspect-là que je vais me concentrer sur ma présentation. C'est entre les ceps, donc on va aller le plus proche possible des souches, puis autour d'elles. Puis c'est sûr que c'est plus problématique parce qu'il y a des risques de blessures, puis on rapporte, c'est souvent à cause de la vitesse, qui est le principal facteur, dans le fond, des risques de blessures. Puis la largeur travaillée, ça dépend vraiment des outils. J'ai une question. Quand je parle d'aérer le sol, là, on parle de quoi? De labo? Bien, en fait, il y a différents outils qui existent. Ça peut être des genres de tiges là, que tu rentres, ça fait juste aérer. Ou bien aussi, des fois, ils passent au printemps seulement des griffes. Des griffes avec des étançons là, très étroits. Ils font juste passer ça. Ça aère le sol. Oui. Si le sol est très compacté, mais là, à ce moment-là, il faut vraiment passer une sous-soleuse, là, plus profonde. Mais ça dépend vraiment des types de sols. Comment maîtriser les mauvaises herbes? Donc, je vais vous parler du désherbage mécanique puis du désherbage thermique sur le cavaillon. Le cavaillon, c'est le dessous de ça. Oui. Désherbage thermique, le désherbage thermique, il faut comprendre que ça détruit la partie aérienne et non les racines. Les mauvaises herbes, c'est un choc thermique qui est provoqué par des brûleurs au propane. Il existe 2 types de pyrodésherbeurs. Il y a des brûleurs à liquide à évaporateur, puis il y a des brûleurs gazeux à double aspiration qui émettent, dans le fond, une flamme à 1400 degrés versus 1000 degrés. Ça consomme 20% moins de gaz, c'est ce qu'on dit, puis c'est 100 fois moins de risque de fuite. Puis le mélange de gaz, là, il vise une combustion optimale. Pourquoi il y a moins de fuite? Parce que c'est sûr que quand c'est liquide, c'est vraiment comprimé. Alors que si c'est déjà à l'état de gaz, donc il y a moins de risques. Désherbage thermique, c'est utile dans des cas particuliers. Par exemple, quand il y a un sol en pente, c'est impossible à travailler sans risque d'érosion. Il y a des grosses pierres, il y a des pierres importantes, la situation est humide. Mais il faut penser aussi que ça consomme beaucoup de gaz, c'est quand même assez important. Le nombre de passages est quand même assez élevé. C'est minimum 4 par année. La durée d'efficacité, c'est pas tellement long, parce qu'on fait juste brûler là, le feuillage à la surface. Les vitesses sont quand même assez limitées, c'est environ 3 km/h. C'est pas uniforme au niveau du désherbage. Puis ça dépend beaucoup de la sensibilité des plantes. Donc, les plantes qui sont très jeunes vont être affectées, les plus vieilles, moins. Donc, il faut y penser 2 fois. Excuse-moi, Marie, ça Oui. Est-ce qu'il y a des vignerons qui utilisent cette méthode-là? Oui, mais pas au Québec, je pense. Ben, au Québec, je ne sais pas. Au Québec, C'est à titre expérimental, mais pas avec des machines. Non. Avec le les pyrodésherbeurs. Dragon. Oui. OK. Comme ici, c'en est un ici à phase gazeuse. Ici, il y a au moins là, 3 à 4 brûleurs qui sont en dessous de ça. C'est quand même une certaine hauteur quand on passe. Vitesse 3 à 5 km/h, mais c'est plus 3 km/h. Consommation entre 30 et 80, ça dépend vraiment de l'écartement des rangs. Puis derrière ça, il y a
dans le fond, il y a un camion-citerne de 300 kg, puis ça a 22 heures d'autonomie environ. 300 kilos. Oui, c'est quand même des grosses bombes, là. C'est juste la citerne. Ça, c'est du propane. Juste la citerne. C'est juste la citerne, 300 kg. Plus le tracteur pour le... Oui, c'est ça. Ben, Anne-Marie, Pardon? La citerne, c'est de l'eau, en fait. Non, c'est du gaz. c'est du propane. Ah oui. Le feu. Oui, parce que les petits réservoirs là, pour les lifts, là, c'est 15 kg ou 13 kg. Oui, ça peut marcher, mais c'est un autre système. Ça, c'est la phase gazeuse. Mais la phase gazeuse, c'est une flamme. Oui, mais c'est juste où est-ce qu'on prend le gaz. Au lieu de le prendre au fond du... tu le prends dans la phase où est-ce qu'il y a une partie gazeuse. Là. Okay. Puis l'évaporateur, c'est pas la même chose. Le type là, de brûleur, c'est pas pareil, la phase gazeuse. Parce qu'il est déjà en gaz, donc il s'enflamme tout de suite. Tandis que la phase liquide, il faut que tu aies un brûleur qui fait l'évaporation pour qu'elle devienne gazeuse, la phase liquide. Au niveau de presque de la buse, là, enfin de Oui, la sortie. oui, exactement. Puis ici... ploup. Cavaillon. Si je vous montre un peu, là, c'est sûr que s'il y a des débris, vous allez voir, là, ça prend en feu. Il faut faire attention, s'il y a des débris, ça peut prendre en feu. Donc, il faut y aller à une période là, que c'est moins dangereux. Mais vous voyez que c'est quand même assez lent. Mais il est très haut, Marie. Oui. Oui, c'est normal. Tu ne veux pas aller bas, tu ne veux pas attraper les souches. Ben Puis, ouais, mais ça fait pas de dommages aux souches? Non, mais aussi, il y a un bémol, là, pas dans les petites plantations. Allez pas dans les petites plantations avec ça parce que vous allez brûler. Ça peut faire du dépentrage aussi en même temps. Là. Oui, aussi. C'est positif, Ouais. négatif. Marie, Ça dépend. nous, on avait un producteur qui nous disait qu'il y avait certains cépages, comme le Saint-Pépin, où l'écorce Ouais, était vraiment Parce de très mauvais, mince. ça allait pas prendre Ben, il était très facilement. friable, tu sais, Ouais, qui se faut faire décroche. Fait que attention. ça peut être dangereux Oui, à ce moment-là. c'est pas conseillé pour ce type de cépage. Est-ce qu'on a une idée, moi je sais que par cœur, on a C'est le coût du propane au kilo. Du Le coût du combustible au kilo, c'est quoi à peu près? kilo, ça doit être autour d'une pièce et quelque chose. Hein? Liquide, c'est ça. Non, ça doit être ça. Hein? Liquide. Une pièce, 30 à le kilo. 80, tu disais pour un hectare, ça dépend des espacements, tout ça. Mais Ouais. t'arrives à 80. Plus tes espacements sont larges, ben, Ouais, plus ça c'est en ça. fait à l'hectare. Là, plus tes espacements sont étroits, plus ça en fait à l'hectare. Donc, avec un coût de passage, genre juste de matière, au-delà de l'outil, en fin de compte, c'est 30 à 80 l'hectare. On va dire. Ouais. C'est combien la dose de gaz? C'est 80. 30 à 80 kilos. C'est 30 à 70 ou 30 à 80, là, c'est dans ce coin-là. Ouais. Ça dépend de ta vitesse aussi que tu vas. Là. Ça, c'est une vitesse de, mettons, 3 km/h. Là. Ça, c'est un exemple ici de Souslikov, là, que lui, bon, c'est ça, c'est une vitesse qui est plus lente, mais c'est un pyrodésherbeur à phase liquide. Puis il utilise 4 bonbonnes. Quand vous voyez les bonbonnes comme ça, là, couchées, là, souvent c'est la phase liquide, là, la plupart du temps. Là. Tout le temps, dans le fond. Puis ici, on voit ici les buses. Là, il y a 4 buses aussi. Si on regarde maintenant, ça, y a-t-il des questions pour le désherbage thermique? Moi, j'avais vu avec des radiants, là, tu sais, comme qui chauffent. T'en avais pas à Québec, Des radiants? Ouais. Non, j'en ai pas. OK. Puis au Québec, il y en a au moins une machine là, à vapeur d'eau. Oui, à vapeur d'eau, oui. Mais la vapeur d'eau, ça consomme encore plus d'énergie que le propane. Mais en parce qu'il faut que je chauffe. Mais en même temps. Oui, puis en ici, même tu as temps. gros, tu as le réservoir liquide, là, qui est quand même plus important que le propane ici à transporter, qui fait chauffer. Puis, Mais en moi, je l'ai déjà essayé dans la carotte, là, dans des semi-carottes, des trucs comme ça. Puis c'est pas. Bon, énergétiquement parlant, c'est pas efficace, peut-être. Ben, c'est parce qu'il faut que l'eau soit vraiment, vraiment chaude là, pour brûler les herbes. Là. Mais nous, Tu sais, l'eau- ceux qui l'ont acheté cette année, là, on sent un bon résultat. Non, mais puis quelques téléphones, eux, on le tue. Ils font pas que ça, c'est en combiné avec le désherbage mécanique pour compléter. Puis c'est qu'on l'a utilisé dans des plantations d'1 an, qu'on a des super bonnes résultats. Avec de l'eau, Avec l'eau de chaude. Puis elle monte à quel degré, l'eau? Ça fait plus. Ça va Je juste. sais. 70, La machine qu'on avait testée. Ça sortait quasiment en vapeur. C'était de la vapeur qui sortait. Ouais. OK. C'est comme une lance, puis c'est de la vapeur. C'est sûr qu'elle vient vite à se condenser, mais au contact, c'est de la vapeur. Puis les mauvaises herbes n'étaient pas tellement grosses, j'imagine, ou c'était quand même. On a passé dans du chienat de 5 ans. OK.
Mais c'est à la main ou vous avez fait ça en machine? Au début, on a commencé à la main. Puis là, cet hiver, il est en train de se faire des rampes pour le faire mécaniquement. Mais sur vraiment, au désherbage mécanique, on a des disques très grands comme ça qui restaient autour du set. Puis là, ça faisait comme 5-6 ans qu'ils ont du désherbage mécanique. Puis c'est cette partie-là, le but Qui était plus difficile à moi. Puis on arrivait à la faire mourir avec l'eau chaude. Ça prenait plus qu'un passage. Premier passage, on descendait quand même assez profond. Après ça, manuellement, on arrivait à tirer dessus très très facilement. On repassait, puis à 3 passages, on avait réussi à enlever tout le 10 de cette chambre-là qui avait entre 4 et 6 ans selon les places. Puis tu l'as fait le stade, parce que tu dis c'est du 5 ans. Les mauvaises herbes étaient un bon 8 pouces de haut. Ça veut dire que vous restez là quand même assez longtemps. Là. Oui, il a fallu rester longtemps. Ça veut dire que c'est quand même... ça Ça a été long, mais eux, ça les a sauvés parce que là, on était rendus à la pioche. Là, Solution de dernier recours. On met beaucoup d'eau. Ouais. Puis, ben, pour Envignum, C'est quelle compagnie qui fournissait? C'est la compagnie d'Ontario? machine qui traînait sur une remorque. Oui, mais ils l'ont modifié, plus compact. Puis, En fait, c'est une machine, c'est une laveuse à pression Oui, qui a ça, été c'est comme... Geyser distribué par MS Gregson, que je ne sais pas qui ils sont. c'est à Drummond. Ils sont à Drummond, oui. En tout cas, pour la mauvaise herbe, qui est assez avancée, parce que c'est pas les jeunes. Hein. Pardon? C'était pas la mauvaise herbe qui est assez avancée, haute, la mauvaise herbe. En tout cas, c'est quoi le temps à peu près qui est recommandé à peu près? Quelle la vitesse qui est recommandée pour brûler toute la mauvaise herbe? Parce qu'il y a toute une diversité. Ben, ça dépend, là. Tantôt, j'ai montré, c'est entre 1,5 et 3 km/h. Ça appelle au maximum 5 km/h, mais ça, tu augmentes ta pression. Là. Mais, Puis l'autre question, c'est quoi le temps qu'il faut faire entre deux traitements? Est-ce qu'on peut faire un traitement, traiter tout le champ puis retourner tout de suite après? Ou ça prend en tout cas un délai minimal pour ne pas affecter la végétation? Tu veux dire les vignes? Oui. Normalement, si le tronc supporte la chaleur, tu pourrais y retourner là, assez facilement. Là. Mais si tu as des troncs sensibles ou si tu as une culture qui est très jeune, déconseillé. Là. Mais... Parce que l'autre question, en tout cas, c'est voir les sur les mauvaises herbes. Des fois, ils sont juste touchés, puis après ça, peut-être 48 heures, peut-être... Surtout les graminées. Là, les graminées, tu sais, le point de croissance est souvent sous la surface du sol, là, puis tu ne l'atteins pas, ça va repartir. Une semaine après, ça repart. Ou 10 jours après, ça repart. Si c'est mal brûlé, si c'est... mais ça repart encore plus vite. Hein. Mais c'est ça. Personnellement, je trouve que le désherbage, mécanique ou à eau, c'est comme le dernier recours. Là. C'est comme, parce qu'il y a quand même, je vais vous montrer, il y a quand même d'autres outils là, qui sont quand même assez efficaces. Tu avais une question? Ou c'est correct? Non, c'était pour la maturité du plan, là, on pourrait le situer à 5 ans et plus pour un pyrodésherbage. En fait, vous êtes plus expert que moi à savoir la maturité, là, au niveau de l'écorce, qu'est-ce qui peut supporter, là? Moi, je pense qu'à partir du moment où c'est lignifié, il n'y a pas trop de problème. Exactement. Ouais, mais quand même. Même si l'écorce a défié. Ben, que ton feuillage est assez haut. Mais le reste, je n'aurais pas trop problème. Donc, si maintenant on va tomber dans le désherbage mécanique. Donc, le principe du désherbage mécanique dans la vigne, dans le fond, c'est de créer une bande de terre sur le cavaillon qui est meuble puis qui est facile à entretenir par la suite. Donc, ça permet d'ameublir le sol, qui permet une augmentation de la pénétration de l'eau. Ça augmente aussi la résistance à la sécheresse parce que ça détruit les racines superficielles puis ça favorise, là, dans le fond, les racines à aller plus profondément. Donc, si jamais il y aurait une sécheresse, il y aurait moins tendance à subir justement cette condition-là. Ça permet aussi d'enfouir les amendements, les engrais, puis aussi ça favorise la dégradation des matières organiques. Puis il y a une meilleure aération du sol. Donc, qu'est-ce que je vais vous parler? Moi, je vais vous parler des portes-outils, des portes-intercepts, modes d'effacement, les systèmes d'effacement qui existent, puis les intercepts comme tels. Donc, au niveau des portes-outils, il existe des outils qu'on peut mettre à l'avant du tracteur. On peut les mettre aussi au niveau ventral. Donc, ça dépend du type de tracteur qu'on a, naturellement. Les tracteurs enjambeurs aussi, qui existent.
Puis aussi, qu'est-ce qui est le plus fréquent, là, c'est à l'arrière comme ça. Puis souvent, ils combinent aussi avec un cadre qui peut travailler là, dans le fond, l'entre-rang. Comme par exemple ici, ça je l'ai vu en action là, au Salon Tech et Bio. Il y a le Teractive Duo de Clément qui se relève. Donc, tu peux soit travailler avec les étançons ici ou bien juste avec le rouleau là, qui dans le fond, qui picote le sol, là, qui aère le sol. Puis si tu as tes outils intercepts que tu peux attacher ici. Aussi, il y a des cadres aussi super simples. Ou il y a aussi des cadres aussi. Celui, c'est quand même assez particulier. Suslikoff, lui, il travaille avec l'air. Donc, au lieu d'utiliser l'huile, parce que souvent, tu as besoin d'une centrale à l'huile si tu utilises surtout des outils rotatifs ou quoi que ce soit. Lui, il utilise l'air pour déplacer. Là, donc, c'est une centrale d'air là, qui est pour déplacer ses outils. Puis, il y a aussi des cadres quand même assez sophistiqués. Donc, il y a des vérins de recentrage automatique. Donc, dépendant de la largeur là, de l'entre-rang. Il y a aussi des capteurs là, de témoins, des capteurs de niveau de sol pour être toujours parallèle au sol. Ça, c'est tout dans la cabine. C'est quand même assez important. Là. Puis il y a des vérins pour maintenir justement la hauteur du travail, pour être parallèle au sol. Donc, c'est ça. Il y a des choses qui peuvent devenir... il y a des cadres quand même assez sophistiqués là, au niveau du désherbage de la vigne. Les portes intercepts ou le mode d'effacement. Donc, il y en a des intercepts qui sont juste un pivot. Donc, la lame, elle fait juste pivoter comme ça. Il y en a d'autres, c'est le parallélogramme. Ici, on le voit, là, qui avance, le parallélogramme, qui se déplace. Ça, ici, c'est les ceps, les troncs, là, les souches, puis qui se ramènent par la suite avec le palpeur. Le palpeur touche ici le tronc, puis ça ramène le parallélogramme. Quand on déplace beaucoup de terre, c'est mieux le parallélogramme. Vous allez voir tantôt. Puis aussi, qu'est-ce qui est nouveau ici, c'est le mini-sillon des grottiers, que lui, il pivote sur lui-même. Donc, au lieu d'aller chercher la terre puis de la ramener, il pivote comme ça ou comme ça. Puis, c'est quand même une nouveauté. Puis, il déplace moins de terre, donc les sillons sont plus petits. Puis, tu peux aller aussi pas mal plus vite, entre 4 et 6 km/h, alors qu'avec une décavaillonneuse, c'est en bas de 3 km/h. Attends, le pivot, il se fait comment? Tu le contrôles? Comment? Non, tout est automatique. Le sensor. Mais ta petite boule, là, c'est-tu le CEP? Oui, ça, c'est le CEP. Donc, il arrive comme ça. Et puis... Mais vous allez le voir fonctionner. Le senseur Bien, le senseur, c'est le palpeur ici. Là, on ne le voit pas ici, mais il y a un palpeur qui touche le tronc. Ouais. Puis, au lieu de tirer comme ça, parce que vous allez voir tantôt, je vais vous montrer, là, tirer la terre comme ça, c'est qu'en fait, il s'en va toujours tout droit, puis soit qu'il bouge ou il revient comme ça sur lui-même. Ouais. Fait qu'il déplace moins de terre. Okay. Un autre système d'effacement, c'est... pas un autre, mais des systèmes d'effacement. Dans le fond, il y a mécanique. Mécanique, c'est tout simple. Là, ici, je ne sais pas si on les voit, il y a 2 ressorts. Puis ça ramène la lame avec un système de ressorts. Donc, c'est simple, c'est robuste. On n'a pas besoin d'avoir de l'huile ou de système hydraulique. Donc, pour des tracteurs là, qui n'ont pas un système d'hydraulique adéquat, on peut prendre ça. Il y a aussi à simple vérin. Donc, dans le fond, le vérin pousse la lame, puis il y a un déclencheur qui fait avec un ressort qui revient. Puis à double vérin, bien là, c'est dans les deux sens. Ça pousse, puis ça ramène aussi l'outil. Puis ça, c'est utile là, quand tu déplaces beaucoup de terre. Puis finalement, il y a une compagnie, Boisselet, qui fait des servomoteurs. Puis lui, c'est un mouvement de repli d'ouverture. On dit que c'est beaucoup plus rapide, plus précis qu'un vérin. Donc, ça réagit plus vite. Au niveau des intercepts, là, je vais vous parler de la décavaillonneuse. En fait, il y a 3 grandes familles d'intercepts, les décavaillonneuses, la lame bineuse et les outils rotatifs. La décavaillonneuse, c'est vraiment un soc de charrue, carrément un soc de charrue. C'est une vitesse quand même assez lente, 2-3 km/h. Profondeur, ça peut aller assez profond, 10-15. Tracteur quand même assez fort parce qu'on déplace quand même une bonne lame de terre.
Puis qu'est-ce qui est important aussi, on le voit peut-être pas, mais c'est bien de couper la terre pour pas que la lame de terre soit trop large. Parce que c'est quand même assez tirant pour le tracteur. Il existe aussi des lames sarcleuses tuilées qui sont un petit peu, qui sont différentes un peu là, du socle de charrue, puis que ça fait un sillon moins profond, puis les vitesses, on peut aller un peu plus vite, parce qu'on cherche toujours à aller plus vite là, au niveau du désherbage mécanique. Puis ici, c'est un exemple de curcep que souvent on rajoute au socle de charrue pour travailler justement le tour des ceps. C'est quoi la profondeur là, de travail pour les cavaillonneuses comme ça, des cavaillonneuses? Ben c'est ça, on vise entre 10 et 15 cm. Ah, ok, c'est marqué. 10 et 15 aussi. Parce que ceux qui butent, là, est-ce que vous utilisez ça, les cavaillonneuses? Oui, ça ressemble pas mal à ça. Avec le curcep. C'est pour débuter. Mais il n'y a pas de curcep dessus. Non, j'en avais jamais vu. Ça, si on la voit fonctionner. Le curcep et la coche. Mais est-ce que c'est intercept aussi ou est-ce que c'est juste. Donc, on voit ici le palpeur qui frappe le cep. Ici, c'est vraiment. Mais ça, c'est une petite plantation, là. Mais si, c'est parce que c'est une nouvelle plantation ou. Non, mais de toute façon, c'est fortement recommandé. Alors là, le petit soc, il peut pivoter? Non, pas lui. Pas lui. Il sert à quoi? Mais c'est le même modèle, finalement. C'est là. Intercept Mini-Sillon a la particularité de faire pivoter son outil sur lui-même au moment d'éviter les plans. Le versoir s'efface devant le pied de vigne et revient directement sans laisser de bande de terre non travaillée autour du cep. Mini-Sillon se déplace en S. Le mouvement d'effacement n'est ni radial ni en parallélogramme. Hervé Fort Ensuite, il y a les lames bineuses sarcleuses. Ça, c'est vraiment des outils d'entretien. Donc, une fois que tu as passé ta décavaillonneuse, par la suite, tu as la terre meuble qui est sur ton cavaillon. Fait que tu peux travailler avec ce genre d'outils-là. Vitesse quand même assez élevée, jusqu'à 6 km/h. Profondeur, là, c'est vraiment les premiers 5 cm. Là. Vitesse de tracteur, la force du tracteur est quand même assez basse. On n'est pas obligé d'avoir une force de tracteur très élevée. Fait qu'ici, il y en a de tous les genres. Il y en a qui sont vraiment plates, il n'y a rien. Il y en a d'autres aussi avec des versoirs, des ailettes, justement pour émoter. Parce que souvent, quand tu as passé la décavaillonneuse, tu as une lame de terre. Puis si ce n'est pas du sable, bien souvent, ça reste un moton, là, des mottes. Là. Fait que là, tu veux défaire les mottes. Puis aussi, ici aussi, tu peux rajouter un curcep qui va faire le tour, dans le fond, des plants. Fait que là, celui-là, il y a un versoir, donc il déplace beaucoup plus de sol. Voilà. Finalement, les outils rotatifs, il y en a qui sont animés sur axe vertical, il y en a d'autres, c'est sur axe horizontal. Sur axe vertical, c'est toutes les toupies, là, les fraises qui tournent. Vitesse pas si élevée que ça, 2-3 km/h. Profondeur, on vise encore la même chose, 5-7 cm. Ici, il faut faire attention. Là, certains outils, en ce cas, demandent une centrale là, hydraulique d'huile, ça en prend plus. Ici, c'est un autre genre. C'est Chabas qui le fait. On peut aller voir tout sur Internet, toutes les caractéristiques. Les voir fonctionner aussi. Ici, c'en est un autre avec des pétales. Donc, ça tourne autour des plants ici, plus. Donc, ça va aller plus proche. Ici, il y a des brosses aussi qui sont utilisées, qui sont vraiment utilisées en surface. Là. Il y a le Weed Badger aussi qui fait partie des outils rotatifs. Lui, c'est des grandes tiges qui fonctionnent. On l'a vu fonctionner cet été. Je pense que les gens qui étaient là, ils l'ont vu fonctionner. Qu'est-ce qu'il faut faire attention avec les outils rotatifs? Il faut faire attention de ne pas creuser le cavaillon. Parce que si tu creuses le cavaillon, bien, c'est sûr que l'eau se ramasse là, puis les pieds sont dans l'humidité. C'est ce qu'on ne veut pas. Puis il y en a même aussi qui combinent les deux, la lame puis les outils rotatifs.
Ici, c'est pour montrer un peu la versabilité, là, puis... Qu'est-ce qu'il faut faire attention aussi avec les outils rotatifs? Il y en a, si vous avez beaucoup de roches ou des cailloux, ça peut projeter ça dans l'allée. Puis à ce moment-là, quand vous arrivez avec la faucheuse, là, ça peut briser la faucheuse. Fait qu'il faut faire attention avec ça. Mais un outil comme ça, là, ça laisse quand même un petit moton autour du plan. Là, oui. C'est toujours le défi, mais je pense que, tu sais, avec tous ces outils-là, c'est super important de passer tôt, puis, tu sais, de partir avec un champ qui n'a pas de vivace, là, tu sais, d'entretenir, parce que ça l'arrache pas des grosses mauvaises herbes. Là, si le sol est compacté, ça fonctionne mal. Il faut vraiment le travailler, même le travailler à l'automne. En fond, idéalement, c'est qu'on bute à l'automne pour qu'au printemps, on passe à des cavaillonneuses. Dans le fond, c'est un mouvement de terre va-et-vient, je veux dire, dans l'entre-rang. Ça ici, c'est une herse rotative. Je voulais vous montrer un peu qu'est-ce qui existe, là. Ça, c'est pas mal plus agressif. Ça prend aussi plus de puissance au niveau, là. Ça peut aller quand même assez creux, jusqu'à 12 cm. Mais quand on est prêt avec beaucoup de mauvaises herbes, là, c'est sûr que ça, c'est comme une herse rotative, là, ça échiffe tout, là. Puis il faut tailler quand même une certaine distance entre les plants, là. Là, ils sont plus grosses, puis moi, je suis pas mal sûre qu'après, elles sont pas mortes, là. Ah, c'est surprenant, oui, c'est... ah ouais. C'est vraiment comme une herse rotative. Je sais pas si vous avez déjà utilisé ça, une herse rotative, là, c'est... ça... Et puis, il faut travailler sur les deux côtés. Il faut y aller Ouais. d'un côté et retourner de l'autre. Oui. Mais il existe des cadres. Maintenant, il existe des cadres que tu peux mettre qui travaillent les deux côtés en même temps. Si tu ne veux pas avoir un enjambeur, là, je sais qu'il y a des compagnies qui font des cadres exprès pour mettre sur un tracteur. Si vous travaillez... Ça, après, quelqu'un vient chercher des déchets aussi ou il laisse ça au sol? Pardon? Est-ce qu'il laisse des déchets au sol? Oui. Oui. Il y a aussi il y a une série de tondeuses aussi qui existent, là, parce qu'il y a des producteurs qui laissent l'enherbement puis ils tondent. Il y a certains producteurs en France qui ont décidé de faire ça. Fait qu'il y a une série de tondeuses qui existent. Ça, c'est à lame. Ceux-là sont à lame. Ici, il y en a une autre sorte là, qui fait les deux rangs à la fois. Souvent, c'est juste un côté du rang. Ça fait les deux côtés du rang. Il existe aussi des tondeuses intercept à fil de nature à griffe, là. C'est vraiment comme des weed eaters, mais il y a comme 3 modules, puis ça se promène comme ça, là. Mais c'est sûr que quand tu utilises des fils, il faut penser qu'il y a une consommation quand même de fils assez importante, là. Il y a une usure, là, qui se fait. Y avait-tu beaucoup de dommages au sec, au fond? Non. Non. Parce qu'il y en a des gens Non. qui utilisent le weed eater, puis... Ouais, mais ça doit être comme la machine qu'il y avait cet été. Non, mais tu sais, c'était des fils plus gros, là. Tu sais, il avait cet été, je sais. Oui, mais il était vertical, c'était pas pour... comme une brosse un peu? Ouais. Ah, c'est pas de ça que... Non, c'est vraiment comme un weed eater. Oui, c'est des fils, en fait. Mais c'est pas un... Oui, c'est plusieurs fils qui tournent. Oui, c'est ça. Des câbles. Il y a aussi des disques à déchausser qui existent. Ça, c'en est un exemple, là, c'est des petits disques. Puis, il y a des rotoculteurs aussi intercept à axe vertical. Ça, c'est une compagnie qui en fait. Puis, une compagnie italienne, mais il y a d'autres compagnies qui en font. Ça, on voit toujours le palpeur ici qui est à l'avant, là, qui fait revenir, dans le fond, l'outil vers le centre. Ça, c'est Herbanette. Ça aussi, c'est avec des fils. Ici, c'est les fils plus gros, ici, avec Clément, qui en fait des plus gros. C'est sûr que ça... Lui, il va faucher. c'est vraiment pour nettoyer autour. Tu peux les utiliser pour nettoyer. Ça peut épamprer, mais ça peut aussi nettoyer les mauvaises herbes. Ça fonctionne quand même assez bien, en tout cas les vidéos que j'ai vues, sauf que c'est sûr qu'il y a une consommation des fils.
puis les fils s'en vont dans l'environnement. Il faut penser à ça aussi, là. Ensuite, il y a toute une série d'outils à binage passif. Entre autres, les disques à chaussée, des chaussées qui pourraient être utiles pour buter, par exemple. Puis on peut aller quand même assez vite à ce moment-là, 5-8 km/h. Ici, c'est juste un exemple avec des disques Brown, là, pour buter à l'automne, par exemple. Donc, après les vendanges, là, on préfère ça justement pour... Il existe aussi des socs, genre des socs de charrue, qui envoient la terre directement là, sur le cavaillon. Puis les terres argileuses, dans le fond, c'est bon de travailler le sol comme ça, puis d'envoyer ça sur le rond, parce que ça fait éclater les mottes durant l'hiver. Fait qu'au printemps, c'est plus facile à travailler. Il y a les disques émoteurs aussi, qu'on travaille, puis qui aident d'autres éléments à travailler encore mieux. Donc, souvent, on les combine, les disques émoteurs, soit avec une lame ou avec les étoiles de binage là, de Cress. Ça aussi, tu peux aller quand même assez vite, si tu es tout seul. Puis là, il y a des nouveaux concepts qui se font, qui sont plus mécaniques. Puis ça tourne vraiment autour, dans le fond, du tronc. Ça avance, puis ça va quand même assez vite. Ça n'a pas besoin d'une force de tracteur énorme. Donc, ça, c'est des choses, je vais vous le faire fonctionner. C'est quoi? C'est des rampes tomates, ça? Des rampes tellement serrées? Ouais, c'est vraiment des... C'est serré. Les tracteurs à vélo. Donc, c'est... Ça, c'est fini, je pense. Ouais. Puis un autre truc aussi que j'ai vu, c'est éco-satellite. Donc, c'est des... dans le fond, c'est des outils rotatifs, mais c'est aussi mécanique dans ce cas-là. Donc, ça tourne ici autour du tronc. Puis, si on regarde au niveau de la vidéo... Ça conserve la chaîne en arrière? Ouais, c'est ça, pour défendre. Ouais. Fait que ça, c'est des petites innovations qui ont eu des prix, là. Finalement, il y a les étoiles de binage de culte. Ça, tu peux aller quand même assez vite. Profondeur, c'est pas profond. Mais si je veux juste vous faire remarquer ici le disque émoteur. Puis le disque émoteur ici est important quand tu travailles avec avec les étoiles, parce que il faut vraiment que ton sol soit meuble. Si tu as un sol qui est compacté, ça fonctionne mal. Ça ne fonctionne pas. Il faut que ça soit plutôt à plat. Il ne faut pas qu'il y ait des creux, parce que sinon, tu es obligé de mettre ton étoile comme ça, puis ça fonctionne mal aussi. Donc, il y a quand même une certaine technique là, à savoir quand tu travailles avec les étoiles de binage. Est-ce que ça pourrait être, les petites étoiles en avant, là, ça pourrait être remplacé par des herses, mettons, des doigts, ou pas de doigts, des trucs comme ça? Une herse d'enclé. Une herse d'enclé? Oui, ça pourrait. Ouais, ça pourrait. Non, non, mais juste des doigts, là. Pas de doigts. Ça pourrait peut-être, là, oui. Mais le but, dans le fond, c'est de travailler le sol, de rendre le sol plus meuble. Peu importe c'est quoi. Ça, c'est placé en avant, évidemment. Ça peut être sur le côté aussi. Non, mais je veux dire, les prises. Ici, vous allez voir, c'est une petite plantation donc, qui utilise des plus petits. Puis ça a une efficacité quand tu vas à une certaine vitesse aussi. Là. Ça, c'est une toute petite, pas petite, mais très jeune plantation plutôt. Donc, ils utilisent les plus petits. Puis ça, c'est des plus gros qu'on utilise. Mais vous voyez que le cavaillon, la terre est quand même assez meuble. Puis à l'avant, il y a quelque chose qui les travaille. Là, je le vois mal, là, mais ça doit être...
Puis ici, on voit les disques émetteurs à l'avant ici, là, qui sont là, pour une plantation plus vieille. Là. Est-ce qu'il y a un type d'outil qui fonctionne mieux, c'est pas une question des autres, mais qui fonctionne mieux en sol humide? En sol humide? Parce qu'au printemps, oui. C'est difficile. Oui, c'est difficile. Puis souvent, si c'est un sol trop argileux, là, il y a risque de lissage. Fait que faut attendre. Dans le fond, il faut que le sol soit ressuyé. Tout ça, c'est plutôt européen parce que les autres, là, ils ont vraiment tout développé, là, le côté des herbages mécaniques. Là, ils ont vraiment beaucoup d'outils. Puis toutes les compagnies se sont mis à... Puis si jamais il y a des problèmes, les producteurs, soit ils ajustent, si par exemple les rangs sont étroits ou il y a des distances entre les ceps qui sont différents, tout est ajustable. La compagnie est vraiment... les compagnies s'adaptent là, vraiment aux différents types de sols. C'est sûr qu'ils sont très spécialisés dans toutes sortes de types de sols puis de toutes sortes de conditions là, dans le fond de la vigne. Quand désherber, conditions et types de sol. Donc, le sol, l'état du sol, dans le fond, il faut qu'il favorise là, la dissociation des mottes et des mauvaises herbes. C'est sûr que si tu travailles et tu as une motte de mauvaises herbes, bien, elle va rester dans la motte. Donc, il faut que ça puisse là, dissocier justement cette motte-là. Par exemple, dans les sols sableux, c'est poreux, c'est super facile à travailler, on peut utiliser tous les types d'outils. Sol limoneux, bon, c'est sûr que ça tend à croûter, c'est trop humide, ça fait du lissage. Si on travaille quand c'est trop sec, bien, ça fait des particules tellement secs que justement, ça fait des croûtes de vacances. Sol argileux aussi, si c'est mal ressuyé. En fait, il y a un truc là, qui donnait pour les sols argileux, si on veut savoir si sont ressuyés, c'est de prendre, par exemple, un cube, 30 cm par centimètre, de le laisser tomber à terre, puis s'il se défait, bien, c'est parce que ton sol est ressuyé. C'est conseillé de travailler à l'automne pour le gel-dégel, pour faire justement éclater les mottes, puis avoir, dans le fond, un sol là, qui est travaillé, pas qui est travaillé, mais qui est meuble là, au centre, au printemps. Puis les sols en pente, il faut faire attention. Il faut favoriser, dans le fond, des outils qui font des grosses mottes. Si tu prends des outils rotatifs en pente, bien là, tu as des plus grands risques d'érosion. Si on regarde au niveau, par exemple, des cavaillonneuses, bien là, tu as une gestion de bande à être retournée. Donc, c'est important d'avoir un disque qui coupe ou quelque chose qui coupe pour ne pas avoir trop de bandes à retourner. Au niveau des mauvaises herbes, c'est efficace, là, même si les mauvaises herbes sont super développées. C'est très agressif, là, des cavaillonneuses. Ça c'est la charrue, dans le fond. C'est des vitesses qui sont réduites, par contre. Lame bineuse, c'est vraiment pour l'entretien. Ça va bien sur des sols meubles, ameublis. Il y a des problèmes avec les sols compactés, ça fonctionne mal. Si le billon est trop haut, aussi, ça peut faire obstacle à la pénétration. Puis, il y a des problèmes de mauvaises herbes, là, s'il y a des mauvaises herbes qui sont denses, là. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même désherber assez fréquemment, parce qu'on ne veut pas laisser les mauvaises herbes devenir assez denses. Puis, ça fonctionne bien si les mauvaises herbes sont jeunes, peu développées, vitesse très élevée. Donc, c'est pour ça que c'est l'entretien. Donc, si tu as bien parti au printemps, tu peux faire de l'entretien et aller assez vite après. Puis les outils rotatifs, bien, ça fonctionne à peu près dans tous les types de sols, un peu limité dans les sols caillouteux, parce que pour ce que je vous ai dit tantôt, là, c'est plus difficile, les cailloux peuvent rester pris, ou bien ça peut lancer des cailloux dans l'allée. Puis endommager la faucheuse, il faut l'éviter dans les sols trop limoneux parce que ça a tendance à les compacter, puis il y a des risques de lissage. Puis aussi, il y a des bourrages qui peuvent survenir là, si l'intervention est trop tardive, c'est-à-dire si les mauvaises herbes sont trop développées. C'est entre 3 et 5 km/h. Bon, au niveau des mauvaises herbes, c'est sûr qu'il y a une résistance à l'avancement, il y a une résistance au mouvement de l'effacement, des retours aussi plus lents, donc on va aller plus lent. Les zones non travaillées vont être plus grandes, il y a du bourrage, déclenchement non souhaité du palpeur et lenteur de l'intervention accrue. Donc, il faut faire attention avec les mauvaises herbes. Il ne faut pas les laisser se développer trop. Comme les rigerons, là, puis d'autres sortes de mauvaises herbes là, qui ont des tiges lignifiées, puis un port dressé, bien ça développe, là, ça provoque, le déclenchement du système d'effacement devant la souche. Vivaces, chiens dents, faire attention avec les outils rotatifs parce que ça les fragmente, puis ça pourrait aussi les disséminer. Légumineuses, vestes, trèfles, ça aussi, ça fait des volumes importants de végétation, puis ça peut créer aussi des bourrages avec à peu près tous les types d'outils, puis spécialement avec les outils rotatifs. Si on regarde maintenant au niveau de la stratégie de l'itinéraire, j'en ai parlé un petit peu. À l'automne, idéalement, on ferait un butage. Donc, soit avec une charrue ou bien avec des disques. En fait, on ferait un butage.
En fait, c'est même préférable lorsque les sols sont argileux pour faire éclater les mottes, comme je disais tantôt. Au printemps, on passe de la décavaillonneuse ou un outil rotatif pour défaire la butte, pour mettre ça à plat. Puis pendant l'été, là, on fait de l'entretien qui peut être la lame bineuse ou d'autres outils rotatifs, entre autres aussi les étoiles de binage. C'est fini. Merci Marie.